À présent, un constat qui ne laissera pas indifférent en ces temps de campagne. Oubliés par la République, les banlieues se replient, se structurent autour de l'islam. Le constat n'est pas signé d'un homme politique alarmiste, mais d'un politologue qui fait autorité. Gilles Kepel est notre invité. On le retrouve après ce reportage de Frédéric Maillard et Michel Anglade à Clichy-sous-Bois, où les habitants doivent composer avec le nouveau visage de leur cité. Eux ne grandiront pas à la Forestière. Ces tours insalubres de Clichy-sous-Bois, où les descentes de police font partie du quotidien. Une banlieue sous haute surveillance. À l'automne 2005, c'est ici que tout a commencé. En quelques jours, la violence se propage. D'autres banlieues de France s'embrasent. 6 ans après, ces tours sont en cours de démolition. Mais la famille Anard continue à vivre ici. Il ne marche pas l'ascenseur là? Oui, parce que ça fait des années. Pardon? Ça fait des années qu'il ne marche pas l'ascenseur. Ah non? Pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués. Cet appartement est leur refuge depuis 20 ans, depuis qu'ils ont fui les violences à la frontière irakienne. Mais le refuge s'est délabré. Trésor, la fille aînée, elle, ne peut plus supporter la vie à la Forestière. Vivre avec des rats, avec des poubelles énormes, je trouve que c'est invivable, c'est pas humain. Pour la santé, c'est grave pour les enfants. Eh bien, qui va le faire? Personne. Personne. Les travaux sont en suspens, l'heure est à la démolition. Fin 2012, ces tours seront totalement vides. Amar Silla, l'un des médiateurs de la cité, espère que cette rénovation arrêtera le cycle de la violence. Il nous emmène vers ces nouveaux logements de la cité. L'État a injecté 600 millions d'euros dans la rénovation urbaine de Clichy-sous-Bois. C'est sans précédent. Aminata vient d'y aménager avec ses 6 enfants. Ça, c'est les chambres où c'est 3 personnes qui dorment là. Jamais elle n'a vécu dans un tel confort. Les jours qu'on l'avait trouvé, on était très contents, franchement. Voilà, ça c'est le gaz. Mais les premières factures d'eau et d'électricité viennent d'arriver. Jamais Aminata n'a payé de tels montants. Elle nous confie qu'elle a peur. Elle redoute l'expulsion si elle ne parvient pas à payer. Moi, je ne veux pas que je trouve avec mes enfants d'or. L'eau là et les gaz, c'est catastrophe. Et après, si je n'ai pas de moyens à payer, et la fin de compte, je viens de où d'or. Aider les nouveaux locataires à gérer leur budget fait partie de ses missions. Avant que l'eau chaude ne vienne, mettez une bassine, ça vous permet d'économiser. Oui, Mais le médiateur n'hésite pas à leur parler aussi du respect des règles au nom de l'intégration. Et on leur dit très souvent que maintenant c'est fini. Après la Forestière, c'est une autre vie. Après la Forestière, c'est des factures, hein, comme tout le monde. Maintenant, c'est de rentrer complètement dans le droit commun. Mais pour ces jeunes, détruire les tours ne va rien changer. Pas facile de convaincre un employeur quand on vient de cette cité. Ouais, c'est difficile de trouver du travail. Pourquoi? Parce que c'est la réputation de la ville. Clichy-sous-Bois-Montfermeil, c'est la réputation. Ça a été sali depuis les émeutes, depuis longtemps. Ici, un jeune sur 2 de moins de 25 ans est au chômage. Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Vous avez dirigé cette enquête banlieue de la République pour l'Institut Montaigne que vous avez menée avec 5 chercheurs. Banlieue de la République, littéralement, c'est-à-dire des terres lointaines, oubliées sur la forme, comme on l'a vu dans le reportage de Frédéric Maillard, et sur le fond, l'État n'est plus là. Non, il est là. Il est là. Et la rénovation urbaine en est un exemple très frappant. Pendant l'année qu'on a passée à Clichy et à Montfermeil, Clichy-sous-Bois-Montfermeil, on a vu justement tous ces bâtiments épouvantables, la Forestière et ailleurs, tomber, se faire être vidés les uns après les autres, et les populations qui y habitent être transférées dans les bâtiments de la rénovation urbaine. Mais ça suffit pas. Il faut une implication qui va au-delà de ça. Oui, tout à fait. Mais c'est déjà beaucoup, si vous voulez. Donc là, c'est pas les territoires qui sont abandonnés. Simplement, maintenant, le problème majeur qui se pose, c'est le problème de l'éducation. C'est-à-dire de faire en sorte, notamment, que les jeunes qui habitent là puissent avoir un niveau éducatif suffisant pour pouvoir avoir accès aux emplois. Un département comme la Seine-Saint-Denis est un département dans lequel il y a une espèce de boom de l'emploi, des nouvelles technologies, etc. Malheureusement, la jeunesse aujourd'hui n'a pas le niveau éducatif pour y arriver. Le grand enjeu, je crois, pour la présidentielle et pour le prochain quinquennat, c'est celui de l'éducation. C'est ça qui va nous permettre de faire en sorte qu'on ait en banlieue, où on a de grandes réserves démographiques, de grandes réserves humaines,
une nouvelle classe active, si vous voulez, qui est un enjeu essentiel pour le pays. Alors, on ne va pas dramatiser parce que ce n'est pas votre propos, mais vous dites quand même que l'islam, parfois, sert à structurer quand la République ou les lois de la République ne sont pas là, les structures républicaines ne sont pas là. En poussant la comparaison plus loin, est-ce qu'on peut aller vers ce qu'ont fait les frères musulmans dans des pays arabes, par exemple, pour substituer à l'État ? Non, il ne faut pas exagérer. Je crois que c'est pas que les lois de la République ne sont pas respectées, c'est surtout que les promesses de l'égalité républicaine, finalement, ces dernières années, ont apporté relativement peu de choses. La rénovation urbaine a été le premier élément, si vous voulez, de retour des institutions dans ces territoires. Mais pendant ces dernières années, effectivement, du fait de la déréliction des institutions, on a vu une organisation qui, dans les banlieues où il y avait une grande quantité de personnes d'origine musulmane, s'est structuré, s'est organisé autour de références à l'islam qui donnaient un sentiment de dignité, de piété, de consolation sociale, etc. Alors, c'est pas ça qui est un phénomène préoccupant en soi, si vous voulez, c'est la manière dont ces nouvelles formes d'affirmation d'identité religieuse s'articulent avec la vie sociale, avec la vie politique, et donc de voir comment ça permet l'émergence, la conjugaison, si vous voulez, de l'identité musulmane et de la participation républicaine et autres. Ça, sont des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui et qui sont très importantes. Au cours des 25 dernières années, il y a eu une évolution considérable. Je vous coupe parce qu'on s'est demandé si ce que vous disiez dans votre rapport, ça se retrouvait aussi ailleurs en Europe. On va aller interroger notre correspondante à Madrid, Adeline Percept. Bonsoir Adeline, vous êtes avec nous. Est-ce qu'il y a cette constatation aussi chez vous que l'islam prend de plus en plus de place dans les banlieues espagnoles ? En tout cas, c'est un sentiment qui commence à exister ici en Espagne et notamment dans la région de la Catalogne, au nord de l'Espagne. C'est dans cette région que pour la première fois de l'histoire de la démocratie, un parti d'extrême droite très islamophobe a fait une percée. C'était aux élections locales du 22 mai. C'est aussi dans cette région que des députés sont en train de préparer une loi pour éventuellement interdire la construction de nouvelles mosquées. En fait, il y a deux phénomènes concomitants. D'abord, la crise, le chômage qui touche ici 20% et même plus de la population active. Et puis aussi la crainte de la montée de l'islam radical dans certaines villes qui sont devenues des villes ghettos. Ces deux phénomènes qui expliquent l'émergence de ce débat en Espagne. En tout cas, dans la classe politique, il y a une volonté commune, c'est d'inventer un modèle d'intégration qui évite les écueils qu'a connus la France. Merci Adeline Percept en direct de Madrid. On voulait vous faire réagir, Gilles Kepel, on n'a pas le temps, mais merci d'être avec nous. Vous reviendrez, je renvoie à votre étude Banlieue de la République, c'est publié par l'Institut Montaigne. Merci d'avoir été notre invité.